Ce ne sont pas des oiseaux empaillés, ce sont des nageoires de poissons séchés qui virevoltent dans le vent d'un petit matin d'été sur un chalutier thaïlandais. Il est 6h30, nous avons passé la nuit sur le pont du navire qui fait route vers le détroit de Malacca. Notre objectif est une zone jalonnée d'îles réputées poissonneuses, mais difficile à chasser à cause du courant et de l'eau souvent trouble. Paul et Luc organisent chaque année un trip chasse sous-marine, loin de tout, à la découverte et à l'aventure. Fan et Fit, leurs 2 compères thaïlandais, les accompagnent. Ils sont chasseurs sous-marins également et cuisiniers de surcroît, ce qui est un plus dans ces circonstances quand on connaît la renommée de la cuisine thaï. Et de l'ail. Voilà, c'est une... Les conditions de couchage sont assez spartiates. Le pont avant du bateau fait office de dortoir la nuit. Karine, qui a fini par trouver le sommeil au petit matin, est la dernière à émerger. À l'arrière du bateau, Fan et Fit ont préparé le petit déjeuner. Nous sommes désormais passés en mode pêcheur thaïlandais. On oublie la douceur du petit pain beurre confiture. Ce sera riz, poulet aux petits légumes verts, avec sa pâte de crevettes, piment et ail. Avec un petit peu de piment, juste ce qu'il faut, c'est parfait. Luc, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pense que c'est délicieux, mais par contre pour moi ce sera sans piment. Good cooking, hein? On lève l'ancre, nous ne sommes plus très loin de la zone. Il est temps de se préparer, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Première mise à l'eau, Paul et Luc sont accompagnés d'Adrien et Fan. À tour de rôle, les chasseurs vont filmer leur action. Leur binôme, rodé depuis plusieurs années, est aussi un gage de sécurité et d'efficacité. Le rôle des 2 accompagnants est de veiller à la sécurité des 2 chasseurs. C'est pourquoi ils n'ont pas d'arbalète. En surface, Fan tiendra la bouée et l'accroche-poisson. Adrien aura une arbalète prête à intervenir pour doubler un poisson si nécessaire. La température de l'eau est agréable, 28 à 30 degrés, la mer belle. La mousson d'été semble nous épargner, exactement ce à quoi on s'attend lorsqu'on part chasser sous les tropiques. Et première bonne surprise, la visibilité est exceptionnelle pour l'endroit. Paul nous avait briefé hier soir avant le départ sur ce qui nous attendait ici. La première chose, c'est le courant, très fort. L'eau est chaude,
La densité des poissons aussi varie. Beaucoup de poissons fourrage, de petits poissons. Alors les prédateurs les suivent, c'est ce qui va nous intéresser. On va essayer de prendre des carangues, des carpes jaunes, des poissons prédateurs, des mérous. La zone est pas mal fournie en mérous. Ils sont pas très gros, mais malins, très malins. Les chasseurs vont enchaîner les apnées à un rythme soutenu entre 15 et 20 mètres de profondeur. Observez leur attitude coulée, tout en souplesse et puissance. La descente vers le fond est une phase d'approche qui est silencieuse. La posture ne doit pas être perçue comme agressive par les poissons. Le chasseur doit se sentir fluide comme l'élément liquide. Il économise ainsi ses mouvements. Son énergie et donc son oxygène pour prolonger ses apnées au fond. À l'affût, derrière les blocs de roche, face au large, il scrute les alentours, attentif au bruit et au comportement des petits poissons. Sa présence ne passe pas inaperçue, ou plutôt devrais-je dire inentendue, par les gros poissons présents dans un périmètre plus ou moins large. C'est ce bruit inhabituel et discret qui va susciter la curiosité des prédateurs qui rôdent aux alentours. Ils n'ont pas vu Luc, mais l'ont entendu. Selon leur caractère, plus ou moins téméraire ou méfiant, et là c'est selon les espèces, les poissons vont s'approcher plus ou moins franchement pour se rendre compte de visu à quel nouvel intrus ils ont affaire. Luc vient de flécher une carangue. Il existe plusieurs espèces de carangues sur la zone. Celle-ci est une carangue bleue qui évolue en petits groupes ou solitaires et dont la taille des plus gros individus n'excède pas les 100 cm pour 5 kg. Les carangues ont une force prodigieuse. Que ce soit à l'hameçon ou à l'arbalète, elle se défend avec vigueur. On dit qu'un poisson tropical est beaucoup plus combatif à poids égal qu'un poisson de nos côtes. Tous les témoignages de pêcheurs le confirment. Ce poisson fait à vue d'œil entre 4 et 5 kilos. Paul a aperçu un poisson pendant sa coulée. Il doit maintenant choisir un poste de tir qui le placera à bonne distance. En se posant en contrebas, derrière un rocher, hors du champ de vision du poisson, Paul ne lui a laissé pratiquement aucune chance. Il a profité du relief pour se mettre dans les meilleures conditions de tir. La carpe jaune, après un court moment d'hésitation, s'est découverte en avançant vers lui. Ce n'était pas facile, il fallait être rapide et précis, tirer avant que le poisson se rende compte du danger. Carpes jaunes ou carpes rouges sont par nature très méfiantes. Elles s'apparentent aux dentis par leur comportement face aux chasseurs. Le poisson de Paul fait 4 kilos. Quand je pêche dans toutes les régions tropicales, j'utilise un fusil à double sando parce que bien souvent, il faut tirer les poissons de très loin. Et comme ce sont de très gros poissons au niveau de la largeur qui font souvent de 30 à 40 cm de large et qui ont des très grosses écailles, il faut un fusil qui soit particulièrement puissant pour les transpercer. Et justement, c'est le problème avec les thons à dents de chien, c'est que souvent quand on les tire dans le courant et qu'ils sont un peu loin, on flèche le poisson, mais comme on ne le transperce pas, le poisson se décroche assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment un double sando ou un sando unique, mais avec un diamètre énorme pour vraiment gagner en puissance. Moi personnellement, je préfère le double sando. J'ai des sandos qui sont plus faciles à charger, mais on s'aperçoit qu'avec de la gomme très fine et qui a une très bonne élasticité, le fusil claque bien et en général, je prends des poissons jusqu'à 4-5 mètres de distance. Alors après, pour les fusils, tout le monde a ses petites habitudes. Moi, c'est un fusil que j'ai depuis très longtemps, que j'utilise en Méditerranée sur du denti, sur de la céréole, sur du sard, sur de la dorade. Donc, une bonne paire de sando, un moulinet évidemment, et une flèche bien affûtée. Double ardillon, c'est ce que je recommande pour ici. Ouais. Je préfère chasser au simple sando,
même les très gros poissons. Pourquoi ? Parce qu'ici, il faut être polyvalent. De nombreux poissons pêchés à l'agachon peuvent aussi se trouver à trous. Et souvent, on va hésiter pour ne pas pulvériser la flèche. Avec un double sando, on n'a pas le temps de décharger un sando. Donc moi, j'ai une chasse, on va dire, moins axée sur le poisson du grand bleu, comme tous ces grands thons, les grosses carangues. Mais s'il y a une carpe rouge à trous, je peux la tirer aussi bien qu'un bec de canne que je vais prendre à l'agachon. Je fais des tirs suffisamment lointains pour pouvoir prendre des beaux poissons. J'ai déjà pris des gros poissons avec ce style de montage. Une flèche relativement épaisse, rigide, double ardillon. Mais encore une fois, avec le gros courant, ces grosses arbalètes à plusieurs sandos, je ne suis pas un adepte, ni en Méditerranée, ni à l'étranger. Pour cette question de polyvalence, voilà, on multiplie les chances de poissons à trous et à l'agachon. C'est un fusil qui fait 115, un petit peu modifié par rapport à la normale. Voilà la démonstration de cette polyvalence chère à Paul. Ici, le poisson est sur le fond et en pleine eau. Faut-il se focaliser sur une technique au risque de ne pas voir l'essentiel ? Le mérou de Paul fait environ 4 kilos. Les poissons magiques ici qu'on va essayer de faire, c'est entre autres, il y a les mérous et les becs de canne. Les becs de canne, ils ne sont pas énormes, mais ils viennent lentement à l'agachon. Donc si on a la chance de tomber, c'est des zones un petit peu sableuses, un petit peu plus profondes. Si on peut tomber sur les becs de canne, ils ont un museau assez effilé, ils sont très méfiants, ils viennent au centimètre après centimètre. Très très bon à manger, ça c'est fabuleux. Chair très très fine. Cela semble si facile vu d'en haut. Le résultat est l'addition de gestes parfaits. À commencer par le canard en surface, la coulée qui s'ensuit et le poste d'agachon au fond, à proximité du sable. Vous avez remarqué la poignée de sable que le chasseur jette à côté de lui ? C'est juste pour intriguer suffisamment le bec de canne au point d'abaisser sa méfiance et le faire venir à distance de tir. Le bec de canne est de la famille des poissons empereurs qui vivent solitaires ou en groupe proches des récifs coralliens ou des herbiers marins. Dans la coulée, Paul avertit Luc de la présence d'un poisson à tirer. Ce poisson au corps charnu et à la robe sombre, presque noire, est une perche de minuit de la famille des ludjans. Le face-à-face commence dans une chorégraphie au ralenti. Chacun se toise, devinant les intentions de l'autre. Luc essaye de se positionner le mieux possible, si le poisson veut bien présenter son profil à la flèche sans s'éloigner hors de portée. Luc s'en veut d'avoir décroché ce beau poisson. Les chasseurs sous-marins préfèrent rater un poisson plutôt que le blesser. Heureusement, les poissons ont une capacité à cicatriser les plaies tout à fait surprenante. Celui-ci en est quitte pour une belle frayeur et une expérience dont il se rappellera la prochaine fois qu'il verra un chasseur sous-marin. Fin de cette première session, retour au bateau avec le poisson du matin. La moisson n'est pas énorme, preuve que le poisson n'est pas si facile lorsque le tir est sélectif. La journée de chasse s'articule en 3 sorties d'1h30 à 2 heures chacune, entrecoupées de déplacements d'île en île. À cette saison et sous cette longitude, le soleil se lève à 7 heures et se couche à 7 heures. Il faut s'adapter au cycle solaire lorsqu'on vit sur la mer et par la mer. Les premiers poissons plongent immédiatement dans la glace, le temps pour nous de se désaltérer, de grignoter quelques fruits et de souffler avant d'arriver sur le prochain spot. Malgré la température élevée de l'eau, les chasseurs conservent leur combinaison en néoprène parce que c'est la meilleure protection contre les brûlures du soleil, les petites méduses urticantes et les coraux abrasifs au fond.
Ce n'est pas la première fois que vous entendez ce bruit de gorge. C'est un signal convenu entre les deux chasseurs pour indiquer à l'autre la présence d'un poisson. Luc hésite en visant ce plat mou hors du trou. Il est à portée, mais les blocs de granit en arrière-plan le dissuadent de lâcher sa flèche. À cette distance, avec la puissance des sandos, la flèche se plierait en percutant le rocher et la pointe serait sérieusement émoussée, compromettant la suite de la sortie. Dans cette eau, d'une exceptionnelle clarté, la chasse sous-marine procure les meilleures sensations que l'on puisse éprouver. Le fond semble moins loin, le relâchement est plus facile, les apnées s'en trouvent améliorées. La présence du poisson, comme une surprise à chaque descente renouvelée, est une motivation supplémentaire. En général, la nuit tombe de bonne heure, donc on est dans l'eau assez tôt. 6h30, 7h, on commence la première apnée et il nous arrive de finir vers 18h. Donc c'est des journées entières. Si les marées sont fortes, je peux vous dire que c'est du sport. Les apnées, c'est entre 80 et 110, ouais, à peu près. 1h30 d'apnée pure par sortie. Donc on dort bien le soir. Le poisson, il se mérite ici. Ouais. Donc sur une journée de pêche, à 2 bons chasseurs, si on sélectionne des poissons nobles de belle taille, on va faire une dizaine de gros poissons dans la journée. Le bruit de cette agitation au fond ne manque pas d'attirer les plus gros prédateurs qui rôdent au loin, comme ce thon à dents de chien venu voir ce qui provoque ce tohu-bohu dans son territoire. Il s'en retourne une fois sa curiosité satisfaite, comme s'il avait compris qu'il ne fallait pas traîner dans le coin. Le travail d'équipe fonctionne bien. Chacun tient son rôle et l'efficacité est optimale. Il n'y a pas de temps mort. C'est sur des poissons un peu plus gros ou des apnées plus profondes que cette organisation prendra tout son sens. Le chasseur est seul sous l'eau, mais il sait qu'il peut compter sur son équipier en surface. Rassuré par cette présence, il parvient à une relaxation maximale. Il peut se concentrer sur son action. Et en cas de difficulté, il se sait épaulé. Loin de tout, à des heures de navigation de la côte, un accident peut très vite tourner au drame. Le mérou brun, qui vient d'être tiré, appartient à l'espèce Epinephelus fuscogutatus, à ne pas confondre avec le mérou malabar, dont la robe beige marbrée de brun sombre et de taches claires est très semblable. Son corps massif, mais allongé avec une large queue arrondie, fait immédiatement penser à notre mérou de Méditerranée. Comme lui, il peut vivre une quarantaine d'années. Femelle au début de sa vie, il devient mâle ensuite. Celui-ci mesure 50 cm et pèse 4 kg. Le choix de ses équipiers est très important. Paul, qui organise ce trip chasse, ne partirait pas avec n'importe qui. Donc les trips que je fais, ce sont avec des gens qui ont une grande expérience de la chasse sous-marine, une bonne apnée et un tir sélectif. On est tenté de vouloir tirer sur tout ce qui bouge parce qu'il y a du poisson. Non, ici c'est sélectif, c'est dur. Il y a un respect de la nature, il y a des risques. Il y a des fois, il y a 3 nœuds de courant, hein, c'est beaucoup. Il faut respecter certaines règles, donc il ne faut pas des jeunes chiens fous. Il faut des gens d'expérience et des gens qui aiment partager les bons moments, voilà, parce que les trips, des fois, c'est la simplicité. On peut dormir sous la pluie, dormir quelques heures et pas beaucoup manger. On mange bien, mais des fois, on pense à chasser, pas à manger.
Il faut être endurant, sportif et passionné avant tout. Paul était sous l'eau et d'un coup j'aperçois une grosse carangue qui vient vers nous. Paul ne l'avait pas vue. Alors on a un petit signe caractéristique entre nous. En fait, on fait des gloussements de gorge sous l'eau pour que l'autre entende le bruit et il sait qu'à ce moment-là, il ne regarde pas dans la bonne direction. Donc je glousse 2-3 fois pour dire à Paul en faisant qu'il y a un gros poisson qui vient. Là-dessus, lui, il tourne le fusil et j'ai dû me décaler pour qu'il puisse le viser. Il a fait un tir un petit peu en catastrophe parce que l'apnée avait duré un petit moment. À ce moment-là, il bride le poisson en remontant à la surface. Et on avait un troisième binôme qui était donc Adrien, qui est arrivé. Il a pu doubler le poisson en descendant et c'était une scène magnifique. Donc le poisson est remonté, 2 chasseurs qui ont tiré le même poisson avec un très beau poisson. C'était une grosse carangue qui devait faire une quinzaine de kilos. Et ça, c'était vraiment très agréable, encore une fois, de partager ce moment-là en équipe. C'était vraiment génial. Fan, avec sa bouée garnie de carangues, de perroquets et de mérous, retourne au bateau qui nous attend à une centaine de mètres, tandis que Adrien et Luc s'attardent au bord pour faire un dernier poisson avant le repas de la mi-journée. Bien leur en a pris. Après un poisson décroché pour Luc, c'est Adrien qui s'en revient, avec une très grosse carangue. Comme quoi la chasse sous-marine réserve parfois de belles surprises dans très peu d'eau. Il y a beaucoup de gros blocs qui sont très intéressants d'ailleurs, où il y a souvent des gros poissons qui se mettent dessous. Notamment, ce qui est surprenant, c'est que les carangues, qui sont pourtant un poisson de la famille des tonidés, qui est un poisson pélagique et qui nage beaucoup, les grosses carangues, jusqu'à 30-40 kg, peuvent rentrer à la trou. Donc c'est très surprenant de tomber nez à nez avec un si gros poisson qui est censé normalement nager et parcourir des très grandes distances à trou. I'm 23 before. Yeah, you said 23. Yeah. 22, 22,6, 22,5, ouais. Enfin allez, on va dire 23 des fois. 23 kilos. À 50 kilos. Tu l'as tiré à quel endroit? Au bord, Non, mais tu l'as... dans 3 mètres d'eau, vraiment dans les rochers. Après, c'est la chance. Au menu, perroquet dans son courbouillon, cube de papaye au citron vert et riz parfumé, accompagné de sa pâte de crevettes aux aromates. Un peu de protéines et on y retourne dans de nouvelles aventures. À 14h30, toute l'équipe se remet à l'eau. Nous n'avons pas la même vision de la chasse sous-marine que nos amis thaïs. Nous recherchons plutôt les grosses prises pour le plaisir, tandis que Fit et Fan chassent avant tout pour remplir la glacière. Et même avec une flèche dépourvue d'ardillon, Fit excelle encore dans la capture des poissons. Nos amis comptent aussi sur Paul et Luc pour amener un maximum de poissons qu'ils partageront avec leur famille. Nous ne devons pas les décevoir. C'est pourquoi une des demi-journées sera consacrée exclusivement à prendre perroquets, petites carangues et petits mérous au bord. Grosse agitation en surface. C'est Fit qui vient de tirer une carangue de belle taille sans ardillon au bout de la flèche. Il va forcément la perdre dans ce corps à corps inégal. Adrien se précipite pour l'aider. Le poisson semble maîtrisé. C'est sans compter sur sa vivacité extraordinaire. Mais Fit tient bon et entrave les mouvements de la carangue qui tente dans un dernier sursaut de se dégager. Paul vient rapidement achever avec sa dague. C'est un beau poisson que nous immortaliserons en photo. L'eau s'assombrit avec le soleil déclinant, l'après-midi tire à sa fin. Paul fera encore quelques agachons avant de regagner le bateau pour le repas du soir. Un gros grain venu de la côte se dirige droit sur nous. Le repas est écourté, les affaires mises à l'abri. Tout est si noir autour de nous, comme on imagine une atmosphère de fin du monde.
Le vent, annonciateur de l'orage, redouble de violence. Nous n'échapperons pas au tonnerre et à la pluie diluvienne qui s'abattra par 2 fois dans la nuit sur notre bateau. Avec le petit matin, les soucis de la veille sont oubliés, mais on voit dans le regard de chacun le manque de sommeil accumulé depuis 2 jours. S'il ne tire pas ses carangues, c'est qu'un poisson plus intéressant est au second plan. On dirait bien un petit groupe de becs de canne. Effectivement, l'un d'entre eux s'avance vers Paul. Cette espèce ne dépasse pas les 60 cm. Elle se nourrit principalement de mollusques, crustacés et de petits poissons. Gustativement parlant, elle fait l'unanimité. C'est d'ailleurs du bec de canne ou de la carpe jaune que Fit nous cuisine à chaque repas de poisson. C'est un petit peu une variation entre coralligène, tombant, gros bloc, et tout ça dans un courant assez fort. Donc en fait, on change très rapidement de zone et de façon de pêcher. On peut employer les 3 techniques bien connues des Méditerranéens. C'est la chasse à l'agachon, qui marche très très bien. Après, la chasse à trous, malgré le peu de grottes et cavernes sur cette zone, et si on a la chance d'avoir l'eau claire, la chasse à la coulée ou la chasse à la dérive, même l'indienne peut être payante au bord. Il faut faire de longues apnées, ruser, être malin. Ils ont une pression de pêche assez importante, donc c'est une chasse fine. Un bon pêcheur méditerranéen fera du bon poisson ici. Sinon c'est dur parce qu'en plus, encore une fois, il y a du courant. Ça rajoute une épine dans le pied. Les gens qui nous amènent dans ces trips, les locaux, connaissent les zones, ça leur donne un avantage. Ils chassent un petit peu moins profond que nous, ils restent un petit peu moins longtemps que nous, ils n'ont pas le même matériel. Donc ils ont vraiment un sens du poisson très développé. Ils ont un coup de fusil assez rapide. Alors peut-être un petit peu moins de précision, les poissons sont plus gros ici, donc c'est pas gênant. Ils les ont dans la glacière à la fin de la journée, ils sont ravis. Ils connaissent les dangers, ils sont très bons, des très bons chasseurs. Je me suis lié d'amitié avec lui pour lui enseigner quelques techniques méditerranéennes. Je l'ai fait notamment progresser sur les temps d'apnée, sur la profondeur. Lui m'a fait progresser sur la connaissance du poisson qu'il a dans ces eaux-là. On a cette complicité qu'ont les chasseurs, ça veut dire l'un veille sur l'autre. On
confie sa vie, on partage le poisson à la fin de la chasse. Ce sont des moments magiques. Ils n'ont pas du matériel dernier cri, hein. En général, c'est du matériel de récupération ou qu'un ami leur a ramené d'Europe. Ils l'exploitent pas au maximum, mais ceci dit, ils ont une force, c'est qu'ils connaissent vraiment leur sujet, hein. C'est un passionné de chasse sous-marine pour deux raisons. D'une part parce qu'il en vit, d'autre part parce qu'il est passionné par le poisson. Il a appris la chasse sous-marine par notre biais, en essayant un fusil une première fois et ensuite en s'apercevant qu'à la chasse sous-marine, il avait la chance de pouvoir prendre de très beaux poissons, qu'il n'arrivait plus à prendre à la canne depuis bien longtemps. Il a un instinct du poisson qui est hors norme, même s'il n'a pas forcément de très grosses apnées et qu'il ne peut pas la pratiquer très profond, c'est un très très bon pêcheur. En une demi-heure, une demi-douzaine de prises garnissent déjà la croche poisson. Fit est un spécialiste de la chasse à l'indienne qui consiste à s'approcher du poisson en utilisant le relief pour se dissimuler à sa vue et arriver à sa portée pour le tirer. La progression silencieuse se fait avec le courant et en se hissant à la force des bras le long des roches. Derrière chaque bloc se tient peut-être un poisson. Il faut le surprendre avant qu'il vous surprenne, tout en gardant une vue d'ensemble sur les mouvements alentours. Autre technique, se poser à l'agachon, attendre quelques instants que les petits poissons retrouvent leur calme et observer. Puis avancer de 2 à 3 mètres et recommencer. Un perroquet croisera fatalement la pointe de la flèche. Le perroquet, présent dans toutes les mers chaudes du globe, est une cible relativement facile parce qu'il ne se méfie pas assez du chasseur. Lorsqu'ils chassent seuls, ni Paul ni Luc ne tirent ce poisson, mais aujourd'hui, ils feront exception pour remercier l'équipage. Moi, je donnerais un conseil à tous les chasseurs qui veulent venir découvrir un petit peu ces eaux plus ou moins poissonneuses, selon l'expérience de chacun, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se fixer une maille. Nous, on a beaucoup de chance, hein. Il n'y a pas de ciguatera dans le détroit de Malacca, que ce soit en Malaisie, en Thaïlande. Donc tout le poisson est bon, mais il y a une taille minimale à respecter. Enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut juste bien être au courant de la localité des parcs nationaux, se renseigner sur les sites qui sont exploités par la plongée bouteille, très nombreux ici. La tolérance est très 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 faible. Ça veut dire qu'il y a des gros ennuis à la clé si on transgresse une interdiction. Donc soyez vigilants. Le perroquet est l'un des plus beaux poissons de la création, avec ses couleurs extraordinaires, orange, vert jade, turquoise, jaune. Ils passent la journée à brouter les algues à la surface des rochers et des coraux, mais ils y sont capables de broyer les branches de corail avec leur bec puissant pour en extraire la matière organique. Quand on pêche à trous, il faut vraiment être sûr de soi, hein. On peut tomber nez à nez avec une très grosse murène, se bloquer le matériel. Il y a beaucoup de coraux, il y a beaucoup de coquillages, ça coupe. Les oursins, poissons-pierres, hein. C'est très dangereux. Il faut vraiment maîtriser le sujet, pas aller au-delà de ses capacités. Une heure plus tard, nous retrouvons Luc en compagnie d'Adrien sur une pierre à mérou. Encore un joli mérou au compteur. Vous remarquerez avec quelle aisance Luc achève le mérou et le remonte dans la même apnée, malgré le fil à retordre que lui donne ce poisson au fond. L'avantage quand on chasse avec un garçon comme Luc, c'est qu'il a un très bon niveau, que ce soit dans peu d'eau ou dans beaucoup d'eau, sur un rythme soutenu ou calme, ça veut dire à trous ou à l'agachon. Donc
C'est un grand plaisir pour moi d'aller avec lui parce qu'on est comme au cinéma. On vit une action avec des années de pratique, des années de recherche et de connaissance du poisson. Ça veut dire le geste est sûr, la descente est discrète, le tir est instantané et bien souvent le poisson est au bout de la flèche et ça c'est juste pour une vision, c'est sublime. Paul aperçoit un poisson sous la grosse dalle devant lui. Il stoppe sa progression et ajuste sa flèche en direction du poisson immobile qui n'a pas encore compris que cette forme bizarre plaquée au sol face à lui représentait un danger mortel. La flèche s'enfonce au plus profond de la caverne, c'est bon signe. De la surface, Luc, qui surveille son ami, a tout vu. Il décide immédiatement de lui venir en aide parce que cette apnée un peu poussée risque de mettre Paul en danger au fond. Cette situation, qui n'a rien d'exceptionnel en chasse sous-marine, met en évidence la nécessité de pratiquer à deux pour se prêter assistance en cas de besoin. Ils vont s'y reprendre à plusieurs fois avant de sortir le poisson qui s'est bien calé au fond du trou. Paul a tiré un très gros plamot qui est resté sous un rocher très profond. Ça a été très intéressant parce qu'il y a eu un très beau travail d'équipe. Il a fallu se relayer à la sécurité pour se tirer de ce rocher dans lequel était encastré le poisson. Donc c'était très sympa. On peut se laisser prendre par l'euphorie dans le courant, profond. Les poissons sont combatifs, il y a de la force. Ici, ils vivent dans des cavernes profondes. Il faut faire de longues apnées, les prendre profond dans les cavernes. Si on a de la chance, on les sort dans l'apnée. Mais ce sont des poissons méfiants ici et qui peuvent être très faciles en Australie, par exemple. En tout cas, ici, on se régale avec et je sais que là-bas, ils les mangent pas tellement. Un plamou. Quatre jolis poissons, une carangue, une carpe jaune, un mérou et ce qu'on appelle ici un plamot, du fait qu'il ait une bouche qui ressemble un peu à une carpe. Voilà, ça a été dur dans le courant. Et un joli mérou et surtout un joli plamot, deux plus petits poissons mais qui vont être dégustés avec grand plaisir sur le bateau. Ce poisson-là, il a été tiré de profil et il a eu la force de rentrer sous la faille qui était vraiment profonde. D'où la nécessité de travailler en équipe. Paul rentrait dans la faille et moi je lui tiens les chevilles. Comme c'est une faille qui fait 5-6 mètres de fond, de ce fait, quand il est en bout d'apnée, et surtout quand il est au bout du rocher, il sent que moi je peux le sortir par les chevilles. Et ça, c'est très bien de travailler en sécurité. Ouais, ça c'est le plus important, la sécurité. Là, tu vois, quand tu vas au fond faire un travail de déragage, tu vas bien, pour être sûr, pour avoir de la marge, tu vois. Tout à l'heure, le fil il se prend dans son tuba, moi dans mon couteau, toujours bien lucide. Cool dans ta tête, t'as ton binôme, tu lui fais confiance, donc il travaille dans ton dos, il te défait le fil. T'es en sécurité. Et n'hésite pas, on n'est pas pressé, tu prends bien ton temps, quand t'es prêt tu y vas. Et comme ça t'es bien lucide au fond pour faire le travail que tu dois faire, pas plus ni moins. Juste l'essentiel. Et le poisson après il est dans le bateau. Yeah, beau fait. Au niveau du piment.
Mon plat préféré. En fait, pas Du porc à l'ananas. Oh, mais quel Regarde. Là aussi, c'est à volonté. Dạ, dạ. Là aussi, ouais. Donc on vient de passer 2 très bons jours de pêche. On a rencontré beaucoup d'eau claire, des nombreux poissons. C'est parti. Même s'ils étaient un petit peu moins gros que ce qu'on pensait, on s'est quand même fait très plaisir, notamment sur des carangues, sur des plamous, sur des becs de canne, beaucoup de mérous. Malheureusement, le poisson a été un petit peu moins gros que prévu, mais ça fait partie des trips de pêche qu'on peut organiser. Moi, le plaisir avant tout, c'était de se retrouver entre amis, de partager un moment de vie avec des tailles qui étaient assez folkloriques. On a rencontré sur le bateau notamment des rats pendant notre première nuit de sommeil sous des trompes d'eau, et ça a été bien marrant. Il faut dire que depuis 2 jours, on a pris beaucoup de pluie. Il a énormément plu le soir, donc on a à 2 reprises dû déménager parce qu'on a dormi à même le pont. Et forcément, quand il y a des cordes qui tombent, ben, on se réfugie dans des cabines dans lesquelles ça sent la graisse, l'odeur du poisson. Mélangé à la nourriture, c'est pas forcément évident de dormir dans des conditions pareilles. Je pense qu'à tous, on a dû dormir 2 ou 3 heures maximum. Voilà, sur 2 jours, ça fait pas beaucoup. Mais à part ça, on a très bien mangé. L'eau est particulièrement chaude. Et je dois dire que pour un trip de pêche, c'est très plaisant de le partager entre amis. Le meilleur poisson ici, quand on a de la chance, c'est le thon. Après arrivent les carpes jaunes, carpes rouges, le mérou évidemment. Après tout ce qui est poisson pélagique, on peut tomber sur un thasard aussi, c'est un petit peu plus sec. Les carangues, c'est un petit peu plus sec, mais ça on le fait différemment. Ça partira plus en soupe. Mais pour faire avec leurs petites épices, un petit mérou ou une carpe jaune, c'est fabuleux, extraordinaire. Chasser en Thaïlande, il faut quand même être conscient que ça va être très dur. Dans certaines parties de Thaïlande, entre autres, quand on descend vers la Malaisie, il y a beaucoup de courants. On est à l'entrée du détroit de Malacca, il y a beaucoup de courants, il faut avoir une bonne condition physique. Être de temps en temps à l'aise dans l'eau sale, parce qu'elle n'est pas toujours cristalline. Au large, elle est plus claire, mais il faut avoir une très bonne condition physique. La chasse à 30 mètres pour moi n'est pas de la chasse profonde. Ne dépassant pas les 30 mètres en Thaïlande, je n'ai besoin d'aucune préparation particulière pour chasser. En revanche, en Méditerranée, quand nous pêchons entre 30 et 40 mètres, on aborde le sujet différemment. L'avantage de la pêche à l'agachon, c'est que la pratique est la même dans tous les pays du monde. Tous les poissons fonctionnent de la même façon. Tous les gros prédateurs remontent toujours le courant et il est toujours préférable de se placer dos à la côte, car en règle générale, les gros poissons viennent du large pour chasser les petits poissons au bord. Donc si vous avez la chance de trouver un poste dans lequel vous êtes et dos au courant et dos à la côte, ce poste, par définition, est un poste parfait. Le binôme qui reste en surface doit être très calme, ne doit pas faire de bruit afin de ne pas faire peur au poisson qui va se trouver sous l'eau. Et de ce fait, avec le courant, il y a des chances souvent qu'il passe par-dessus son équipier et donc fasse peur au poisson.
gros avantage de chasser avec une personne comme Paul, c'est que Paul est très très calme dans l'eau. Il n'y a jamais aucun stress. Ensuite, je sais que c'est une personne qui va me surveiller activement et qui ne sera pas à 100 mètres de moi en pensant pêcher en binôme. Quand je remonte, je le trouve toujours au-dessus de moi. Et aussi d'être du même niveau. Donc quand on pêche profond, c'est toujours dans la tête. Ça fait toujours un grand bien de savoir que c'est une personne qui peut venir vous chercher sur 30 mètres de fond. Et enfin, sa qualité principale, c'est que justement comme la mienne, on n'est jamais dans l'optique de faire le poisson que pour soi. Le plaisir, c'est de le partager en binôme, surtout quand c'est les vacances. Donc quelle que soit la personne qui va flécher le poisson, le plaisir, il est partagé dans une équipe. Quand je me prépare en surface, j'essaie de vraiment vider mon esprit, de me concentrer sur mon rythme cardiaque. Ça m'a fait progresser de quelques secondes. Voilà, c'est une respiration ample, posée, tout en restant concentré sur là où on veut plonger, parce que s'il y a du courant, il faut se maintenir en palmant avant de plonger. On se met dans la peau d'un prédateur à l'affût. On voit ça dans la nature quand on est observateur, sur un chapon, sur une lotte, sur un Saint-Pierre. Il est camouflé, il bouge plus, il attend. Et là, au bon moment, très court, il va être à portée de sa proie. Donc, moi, je me mets vraiment, j'ai cet instinct de la chasse en moi, j'ai ces réflexes profonds, ancrés, du prédateur. Il n'y a pas de secret, hein. Quand on veut prendre un poisson à l'agachon, il faut être plus malin que lui. Quand on partage avec les amis un trip comme ça, un petit peu exotique, il faut qu'on se ressemble, hein, même si on habite dans des endroits différents. Ça veut dire que quand on dort sur le pont d'un bateau en bois sous la pluie et que le lendemain on en sourit, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. On n'est pas venu pour faire des vacances dans un palace. On vit le moment présent, on vit comme les pêcheurs locaux. C'est absolument magique d'avoir cette même philosophie au même moment et ça nous fait des très très bons souvenirs. On pourrait rester toute la journée dans l'eau. On s'oblige à faire plusieurs sessions. On sort de l'eau, on remonte sur le bateau, avec grand plaisir d'ailleurs parce qu'ils nous ont préparé toujours un bon repas et à boire. Même un fruit, une pastèque fraîche, pour se désaltérer, se reposer, changer du matériel. Il ne faut pas hésiter à bien s'hydrater, hein. Il fait chaud dans l'eau, on transpire sans s'en rendre compte et toujours un petit peu d'action dans le courant, donc on se dépense beaucoup. Donc refaire un petit peu les calories quoi qu'il arrive. Ça fait du bien après la pêche. Vivre sans la chasse sous-marine me paraît tout simplement impossible car je suis tellement bien dans l'eau, sur l'eau et en général avec les gens qui pratiquent ce sport que j'espère pouvoir continuer la chasse sous-marine tout au long de ma vie. Dans ma vie, la chasse sous-marine, c'est très important. C'est pas vital, mais ça reste une notion vraiment de plaisir intense. Je veux dire, quand je reste plus de 2 semaines sans pouvoir aller dans l'eau pour des conditions météo défavorables ou pour ma vie privée, j'en éprouve vraiment le besoin. J'ai besoin de cette vision, même sans forcément pêcher un poisson, ne serait-ce que pour m'entraîner à l'apnée. J'ai l'impression que plus j'y vais, plus je suis aquatique, mieux je me sens, ça me libère l'esprit, ça me permet de maintenir une bonne condition physique en espérant toujours croiser un beau poisson pour partager avec les amis.